Chaque jour, en Afrique, des entrepreneurs abandonnent leurs projets pourtant viables. Non pas parce qu'ils manquent d'idées, mais parce qu'ils ne trouvent pas les financements nécessaires. Et pourtant, des milliards de dollars sont déjà présents sur le continent. Alors une question s'impose. Pourquoi cet argent ne construit-il pas davantage d'entreprises? Où est cet argent? Il est parfois immobilisé dans des maisons qui ne seront jamais terminées. Il reste parfois conservé hors du système bancaire. Une partie est envoyée pour répondre aux besoins quotidiens des familles, et une autre quitte tout simplement le continent. Le capital existe, mais il ne circule pas là où il pourrait créer des entreprises, des emplois et de la richesse. Depuis des décennies, on nous répète que l'Afrique manque d'argent. Mais si ce n'était pas la bonne question, et si le véritable problème était ailleurs? Et si, depuis le début, nous regardions le mauvais problème? Car le véritable enjeu n'est peut-être pas de trouver davantage d'argent, il est de comprendre pourquoi celui qui existe déjà ne finance pas davantage notre développement. C'est toute l'enquête que je te propose aujourd'hui. Bienvenue sur EGS Satellite. Je suis Mané Sigan, essayiste et fondateur des éditions EGS. Ici, nous ne nous contentons pas de commenter l'actualité. Nous analysons les mécanismes qui façonnent l'économie, les investissements et le développement de l'Afrique. Si tu veux comprendre avant d'agir, ici tu es au bon endroit. Dans notre précédente émission, nous avons vu comment sécuriser un investissement à l'échelle d'un projet. Aujourd'hui, je te propose de prendre de la hauteur, car derrière les difficultés d'un entrepreneur se cache une question beaucoup plus vaste. Où est réellement le capital africain? Et pourquoi finance-t-il si peu le développement du continent? Le capital africain. Pourquoi l'Afrique manque d'investisseurs alors qu'elle ne manque pas d'argent? Commençons par un fait souvent méconnu. Chaque année, la diaspora africaine envoie vers le continent près de 97,4 milliards de dollars. C'est davantage que l'ensemble de l'aide publique au développement, et davantage encore que les investissements directs étrangers. Autrement dit, le capital existe déjà. À ce stade, on pourrait croire que le problème est réglé. Après tout, si autant d'argent entre chaque année en Afrique, pourquoi parle-t-on encore d'un manque de financement? Parce que le véritable problème n'est pas l'absence de capital. Le véritable problème, c'est sa mobilisation. Et c'est ce que nous allons comprendre ensemble. Si le capital existe, alors pourquoi ne finance-t-il pas davantage d'entreprises? En réalité, il se heurte à plusieurs obstacles. Aujourd'hui, je t'en propose 6. 6 mécanismes qui empêchent le capital de circuler et de créer davantage de richesses. Découvrons-les un par un. Commençons par le premier mécanisme. On entend souvent dire que les Africains n'épargnent pas. En réalité, c'est faux. Ils épargnent. Simplement, une partie de cette épargne reste en dehors du système financier. Elle protège les familles. Elle permet de faire face aux imprévus. Mais elle finance rarement les entreprises qui ont besoin de capitaux pour grandir. Et c'est là que le problème commence. Les chiffres permettent de mieux comprendre. Aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, près d'un adulte sur 2 ne possède toujours pas de compte bancaire. Cela ne veut pas dire qu'il ne met pas d'argent de côté. Cela signifie simplement qu'une partie de cette épargne reste en dehors des circuits qui permettent de financer les entreprises. Autrement dit, l'argent existe, mais il circule difficilement jusqu'à ceux qui veulent entreprendre. Le deuxième mécanisme, c'est la diaspora. Chaque année, des millions d'Africains vivant à l'étranger soutiennent leurs familles. Ils financent la nourriture, la scolarité, les soins et parfois même la construction d'une maison. Cet engagement est considérable, mais une question mérite d'être posée. Comment transformer une partie de cet immense effort en investissement qui crée aussi des entreprises et des emplois? Chaque année, la diaspora africaine envoie près de 97 milliards de dollars vers le continent. Cet argent est indispensable. Il permet à des millions de familles de vivre, de se soigner et d'envoyer leurs enfants à l'école. Le défi n'est donc pas d'envoyer plus. Le défi, c'est de créer les conditions pour qu'une partie de ces ressources puisse aussi financer des entreprises sans remettre en cause leur rôle essentiel auprès des familles. Le troisième mécanisme, c'est la fuite des capitaux. Tu cherches de l'argent pour développer ton pays. Et au même moment, une partie de cet argent quitte déjà le continent. C'est tout le paradoxe. Pendant que l'Afrique cherche des financements, elle perd aussi une partie de ses propres ressources. Et cela réduit sa capacité à investir dans son développement. Les chiffres donnent une idée de l'ampleur du phénomène. Selon plusieurs estimations, près de 88,6 milliards de dollars quittent chaque année le continent sous forme de flux financiers illicites. Cela peut prendre différentes formes. Des fausses factures, des montages destinés à transférer des bénéfices, ou encore d'autres circuits opaques. Sur 50 ans,
Cela représente plus de 1000 milliards de dollars. Autrement dit, pendant qu'une partie du monde aide l'Afrique à financer son développement, une autre partie de ses ressources continue de lui échapper. Le quatrième mécanisme est sans doute le plus visible. Quand une famille réussit enfin à mettre de l'argent de côté, elle choisit souvent d'acheter un terrain ou de construire une maison. Et ce choix est parfaitement compréhensible. La pierre rassure. Elle donne le sentiment de protéger ce que l'on a mis des années à épargner. Mais pendant que cet argent reste immobilisé dans le béton, il ne finance ni une entreprise, ni une usine, ni de nouveaux emplois. Encore une fois, ce choix est tout à fait compréhensible. Quand on manque de confiance dans les autres placements, la pierre apparaît souvent comme la solution la plus sûre. Le problème, c'est qu'un capital qui reste immobilisé finance difficilement de nouveaux projets. Il protège un patrimoine, mais il crée peu de nouvelles richesses. Le cinquième mécanisme est un peu moins visible. Imagine un réseau d'irrigation. L'eau est bien là, mais les canalisations sont trop petites pour alimenter tous les champs. Pour le financement des entreprises, c'est un peu la même chose. L'épargne existe, les entrepreneurs aussi, mais les circuits qui permettent de relier les deux restent encore trop limités. Et quand on regarde les chiffres, on comprend encore mieux pourquoi c'est si compliqué. En Afrique, les banques prêtent beaucoup moins aux entreprises que dans le reste du monde. Le crédit au secteur privé représente environ 28% du PIB. À l'échelle mondiale, on est autour de 91%. Tu imagines la différence ? Et il y a un autre chiffre qui en dit long. Sur tout le continent, il y a un peu plus de 1000 entreprises cotées en bourse. C'est très peu. Alors forcément, l'argent a du mal à aller vers ceux qui veulent entreprendre. Et puis, il y a un dernier mécanisme. À mes yeux, c'est le plus important. Parce qu'au fond, il explique presque tous les autres. Pourquoi certaines personnes gardent-elles leur argent chez elles, plutôt que de le déposer à la banque ? Pourquoi la diaspora hésite-t-elle parfois à investir, alors qu'elle est prête à aider sa famille ? Pourquoi tant d'investisseurs demandent-ils toujours plus de garanties ? Au fond, c'est souvent la même réponse, la confiance. Quand la confiance manque, l'argent attend. Et un argent qui attend ne construit pas. Finalement, une question me vient à l'esprit. On mesure la croissance, on mesure l'inflation, on mesure la dette. Mais est-ce qu'on mesure vraiment notre capacité à transformer notre propre épargne en investissement ? Peut-être que c'est là qu'il manque un indicateur. En préparant cette émission, je me suis posé une question. On sait combien la diaspora envoie chaque année. Mais sait-on vraiment quelle part de cet argent devient un investissement productif ? C'est cette réflexion qui m'a conduit à imaginer un indicateur. Je l'appelle l'IMCD, l'indice de mobilisation du capital diasporique. Son objectif serait simple, ne plus mesurer seulement les montants envoyés, mais aussi la part qui contribue à créer des entreprises, des emplois et de la valeur. Je préfère être très clair. L'IMCD n'est pas un indicateur officiel. C'est une proposition de réflexion, une façon de poser une question qui, à mon sens, mérite d'être débattue. Parce qu'au fond, ce qui compte, ce n'est pas seulement de savoir combien d'argent est envoyé. C'est de comprendre combien de cet argent contribue réellement au développement. Si cette idée peut alimenter le débat, alors elle aura déjà rempli son rôle. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun de ces mécanismes n'est une fatalité. Ils peuvent évoluer, petit à petit, à condition de créer un environnement de confiance, une épargne mieux organisée, des investissements mieux accompagnés, des institutions plus crédibles, et des réseaux sur lesquels chacun peut compter. Au fond, mobiliser le capital, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est d'abord une question de confiance. C'est justement l'idée qui est à l'origine d'Horizon Africa, une plateforme partenaire. Nous sommes nombreux à vouloir investir, mais investir ne se résume pas à trouver un terrain ou une opportunité. Il faut aussi pouvoir compter sur les bonnes personnes. Un avocat, un notaire, un expert comptable, un professionnel compétent et digne de confiance. C'est cette passerelle que nous voulons construire, pays après pays. Si vous êtes un professionnel reconnu dans votre domaine et que vous souhaitez contribuer à cette démarche, toutes les informations sont indiquées à l'écran. On pourrait croire que tout cela dépend uniquement des États ou des grandes institutions. En réalité, chacun a un rôle à jouer. L'épargnant qui choisit de mieux organiser son capital, l'entrepreneur qui gère son activité avec transparence, le membre de la diaspora qui décide d'investir même progressivement. La confiance ne se décrète pas, elle se construit un projet après l'autre. Et c'est comme ça que le capital commence à circuler. Si je devais résumer cette émission en une seule idée, ce serait celle-ci. L'Afrique ne manque pas d'argent. Elle manque surtout de mécanismes capables de transformer ce capital en entreprise, en usine et en emploi. Le jour où nous mobiliserons davantage notre propre épargne,
dans un climat de confiance, nous franchirons une étape décisive vers notre développement. Parce qu'au fond, le premier investissement dans l'avenir de l'Afrique, c'est la confiance que les Africains auront les uns envers les autres. Comprendre les mécanismes, c'est une première étape, mais investir demande aussi une bonne préparation. C'est pour cette raison que nous développons progressivement une collection de guides consacrés à différents pays africains. Tu y trouveras des informations pratiques, des points de vigilance et des outils pour préparer tes projets avec plus de méthode. Les éditions disponibles sont indiquées sur Amazon et sur éditionsegs.com. Avant de terminer, j'aimerais te laisser avec 3 questions. La première, où se trouve réellement le capital africain? La deuxième, qu'est-ce qui l'empêche de financer davantage d'entreprises et d'emplois? Et la troisième, que pouvons-nous faire chacun à notre niveau pour mieux le mobiliser? Si cette émission t'a donné envie de réfléchir à ces 3 questions, alors elle aura atteint son objectif. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Si elle t'a été utile, n'hésite pas à la partager autour de toi. C'est aussi une façon de faire circuler les idées. Et si tu veux suivre les prochaines analyses, pense à t'abonner à EGS Satellite. Dans notre prochaine émission, nous répondrons à une autre question essentielle. Pourquoi tant d'entreprises africaines disparaissent-elles après seulement quelques années d'existence? À très bientôt.